Plusieurs techniques peuvent être utilisées pour réaliser la mise en page d'un site web. Dans la précédente vidéo de cette série de vidéos sur les fondamentaux du CSS, nous avons appris comment réaliser la mise en page en utilisant la technique de positionnement. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment réaliser cette mise en page en utilisant les boîtes flexibles. Hello, moi c'est Modeste Asiongon. Je suis développeur web et j'ai créé cette chaîne afin de partager avec le monde les connaissances que j'ai acquises depuis le début de ma carrière jusqu'ici. Chaque jeudi, je partage avec vous une vidéo sur un sujet ou une technologie en rapport avec le développement web. Nous allons commencer par le téléchargement du fichier représentant la page HTML que nous allons utiliser pour la pratique. Pour cela, je mettrai en description de cette vidéo le lien vous permettant de télécharger ce fichier. Une fois sur le lien de téléchargement du fichier, nous allons cliquer sur le bouton RAW et enregistrer le fichier en question. Dans mon cas, je vais enregistrer le fichier sous le nom index.html. Donc j'enregistre le fichier dans mon dossier base CSS dans mon cas. Donc pour vérifier que le fichier est bien téléchargé, je peux me rendre dans le dossier en question. Donc j'ai bien le fichier index.html que je viens de télécharger. Donc je peux l'ouvrir dans mon navigateur pour voir à quoi cela ressemble. Donc une fois le fichier est téléchargé, je peux l'ouvrir dans mon éditeur de test. Donc je fais ouvrir dossier. Donc je prends le dossier contenant le fichier que nous venons de télécharger. Donc je vois bien que j'ai mon fichier index.html qui est là. Je peux ensuite mettre côte à côte mon éditeur de test et mon navigateur. Si on regarde un peu le code source rapidement, le code source de notre page, donc nous voyons que nous avons notre page qui contient un élément conteneur ici, représenté par qui est délimité par la bordure noire ici, et que cet élément contient plusieurs boîtes. Donc sur la page, on remarque également que nous avons une balise style qui nous permet d'appliquer un style aux différents éléments sur la page. Donc ce code, le code CSS ici, nous permet de donner des dimensions à ces éléments afin de les différencier et puis de leur donner également une couleur pour que ces éléments soient différenciés visuellement. Donc ce que nous allons faire ici, le code là a été inséré ici pour éviter d'avoir à télécharger deux fichiers, à savoir le fichier HTML et le fichier CSS. Donc ce que nous allons faire dans un premier temps, nous allons déplacer ce code CSS. Nous allons créer un nouveau fichier ici que nous allons nommer style.css. Et c'est à l'intérieur que nous allons insérer notre code. Donc nous pourrons supprimer la balise style ici. Donc j'enregistre le fichier. Donc si j'actualise ma page, donc actuellement le fichier n'est plus lié à la page, ce qui explique que le CSS n'est pas appliqué ou que nous n'avons pas la coloration que nous avons au début. Donc là, je vais lier le fichier que nous venons de créer, c'est-à-dire le fichier CSS, à notre page en utilisant la balise link. Donc ici, on va mettre style sheet. On va ensuite renseigner la balise et l'attribut href. Donc ici, on lui donne la valeur style.css qui représente le chemin vers le fichier que nous venons de télécharger. Donc j'enregistre, j'actualise ma page. Donc on a la page qui revient dans son état initial avant l'application du CSS. Donc disons que nous allons insérer tout le code que nous allons écrire dans cette partie, nous allons l'insérer ici. Donc les nouveaux codes, nous allons les insérer ici. Avant de commencer par voir comment réaliser la disposition des éléments sur une page en utilisant les boîtes flexibles, il est important de connaître les notions de conteneur flexible et d'éléments flexibles. Sur une page, un élément est considéré comme un conteneur flexible lorsque la valeur de sa propriété CSS display a la valeur flèche ou inline flèche. Lorsque la valeur de la propriété CSS display de l'élément est égale à flèche,
Alors cela nous permet d'indiquer au navigateur que l'affichage externe de l'élément est de type bloc et que son affichage interne est de type flèche. Et lorsque la valeur de cette propriété display est égale à inline flèche, alors cela nous permet d'indiquer au navigateur que l'affichage externe de l'élément est de type inline bloc et que son affichage interne est de type flèche. Donc si vous ne connaissez pas les notions d'affichage interne et d'affichage externe, vous pouvez vous référer à la vidéo précédente sur les Flexboss. Donc tout élément qui est considéré comme un conteneur flexible, automatiquement tous ces éléments enfants deviennent des éléments flexibles. Donc si je me réfère à l'image que j'ai ici, si je suppose que la boîte en blanc ici représente un élément sur notre page, si cet élément a la propriété CSS display qui a la valeur flex ou inline flex, alors cet élément est considéré comme étant un conteneur flexible. Et automatiquement, tous ces éléments enfants qui sont représentés par des boîtes colorées ici deviennent des éléments flexibles. Le CSS permet de réaliser la disposition des éléments soit en modifiant les propriétés du conteneur flexible, soit en modifiant les propriétés des éléments flexibles de façon séparée. Et lorsque la modification est faite au niveau du conteneur flexible, alors cette modification s'applique à tous ces éléments enfants. Nous allons donc voir dans un premier temps comment réaliser la mise en page en modifiant les propriétés du conteneur flexible et dans un second temps comment réaliser cette mise en page en modifiant de façon individuelle les propriétés des éléments flexibles. Dans la précédente vidéo sur les Flexboss, nous avons également vu que dans le cours normal d'affichage des éléments sur une page, lorsque la disposition des éléments ne sont pas modifiés, les éléments de type inline s'affichent les uns à la suite des autres sans produire de retour de ligne et que les éléments de type bloc créent des sauts de ligne avant et après eux. Donc si nous nous référons au contenu de notre page ici, les éléments ici, c'est-à-dire les éléments identifiés par boss 1 jusqu'à boss 6, ces éléments s'affichent les uns à la suite des autres en créant des sauts de ligne. Parce que les éléments de type div sont des éléments de type bloc. Donc c'est ce qui explique cet affichage que nous avons ici par défaut. Nous allons maintenant modifier la propriété CSS de cet élément, de sorte que cet élément se comporte maintenant comme un conteneur flexible. Donc pour réaliser cela, je retourne dans mon CSS. Donc je mets ici l'identifiant de mon conteneur, donc je mets ici container. Donc nous avons vu qu'un élément devient un conteneur flexible lorsque sa propriété CSS display prend la valeur flex ou inline flex. Je donne à cette propriété la valeur flex, donc j'enregistre. Lorsque j'actualise ma page, en faisant ce changement, donc je dis à mon navigateur que maintenant mon élément représenté ici délimité par la bordure noire ici se comporte comme un conteneur flexible. Donc nous avons vu que automatiquement ces éléments enfants deviennent des éléments flexibles. Donc c'est ce qui explique cet affichage que nous avons ici. Il faut noter qu'un conteneur flexible dispose de deux as imaginaires, à savoir l'as principal et l'as secondaire. L'as principal d'un conteneur flexible est l'as sur lequel se répartissent les éléments enfants de ce conteneur. Et l'as perpendiculaire à l'as principal devient dans ce cas l'as secondaire. Donc si je me réfère à notre cas ici, nous constatons que les éléments flexibles ici se répartissent sur l'as horizontal. Donc dans le cas de notre conteneur flexible ici, l'as horizontal devient notre as principal. Et l'as vertical qui est perpendiculaire à l'as principal dans ce cas devient notre as secondaire. Le CSS nous permet de définir l'as principal d'un conteneur flexible en utilisant la propriété FlexDirection. Cette propriété peut prendre l'une des valeurs indiquées ici. Si nous nous référons à l'image que nous avons ici et que nous considérons que la boîte en blanc représente pour nous un conteneur flexible et que les boîtes colorées représentent des éléments flexibles, en donnant la valeur row à la propriété CSS FlexDirection, on indique au navigateur que nous voulons utiliser l'as horizontal comme as principal. Et dans ce cas, l'as vertical qui est l'as perpendiculaire à l'as principal devient dans ce cas, l'as secondaire. Donc nous avons vu tout conteneur flexible dispose de deux as.
Donc nous avons l'as principal, qui est l'as sur lequel les éléments enfants seront répartis. Et nous avons l'as secondaire, qui est l'as perpendiculaire à l'as principal. Donc si je reprends, en spécifiant la valeur ρ pour la propriété flash direction, on indique au navigateur que nous voulons utiliser l'as horizontal comme as principal et l'as vertical comme as secondaire. Donc c'est sur l'as horizontal que les éléments seront répartis. Donc en donnant à cette propriété flash direction la valeur colonne, on indique au navigateur que nous voulons utiliser l'as vertical comme as principal et l'as horizontal comme as secondaire. Donc dans ce cas, les éléments seront répartis sur l'as vertical. Donc pour ces deux propriétés, il existe un équivalent avec des reverse, c'est-à-dire row reverse et column reverse. Donc la différence avec les cas normaux, c'est-à-dire la différence du row reverse par rapport au row, c'est juste que en utilisant la valeur row reverse, on indique au navigateur que l'as principal reste l'as horizontal, mais que nous voulons que l'ordre des éléments change lors de la répartition. Donc l'ordre est inversé lors de la disposition de la répartition des éléments sur l'as principal. Donc en utilisant la valeur colonne reverse, donc pareil, on indique au navigateur que notre as principal représente l'as vertical, mais que nous voulons que lors de la disposition des éléments, que l'ordre d'affichage des éléments soit inversé. Donc si on compare les deux images, on voit ici que dans le cas du row, nous avons le rouge suivi du bleu. Alors que ici, l'ordre est inversé, c'est-à-dire que le premier élément ici devient le dernier élément ici. Et le dernier élément devient le premier élément ici. Donc pareil dans le cas du colonne reverse. Donc la différence avec les reverse, c'est juste que l'ordre des éléments change lors de leur répartition sur l'as principal. Nous allons donc retourner à notre éditeur de test et réaliser quelques tests. Déjà, nous remarquons que par défaut, lorsque nous avons appliqué la modification de cette propriété display et que nous l'avons mis à flèche, nous avons remarqué que les éléments se sont répartis automatiquement sur l'as horizontal. Donc on peut dire que la valeur par défaut du flash direction est égale à row. Donc on peut modifier cette valeur. Donc je peux dire par exemple que je change mon flash direction. Donc je peux lui donner par exemple la valeur column pour indiquer au navigateur que je veux utiliser l'as vertical comme as de répartition des éléments flexibles. Donc j'actualise ma page, donc on note maintenant que les éléments sont répartis sur cet as. Donc on voit que les éléments sont affichés dans leur ordre d'apparition dans le cours normal de la page. Donc on peut changer cela en utilisant le reverse, colonne reverse par exemple. Donc en faisant cela, je dis à mon navigateur que je veux utiliser l'as vertical comme as principal, mais qu'en plus de cela, je vais changer l'ordre des éléments. Donc l'élément, le boss 6 va s'afficher en premier, suivi de 5, donc l'ordre sera inversé. Donc si je fais ça, donc on a le résultat escompté. Donc je peux faire la même chose pour le flash, pour le row reverse. Donc les éléments seront répartis sur l'as horizontal avec leur ordre d'affichage qui sera inversé. Donc en plus de cela, on note que les éléments sont disposés vers la fin du conteneur dans le cas du row reverse. Je peux donc ramener ici la valeur par défaut. Donc je vais juste ramener ça à row. Il faut noter que lorsque le conteneur flexible ne dispose plus d'assez d'espace pour contenir tous ces éléments enfants, le navigateur par défaut fait déborder les éléments enfants à l'extérieur du conteneur flexible. Pour voir à quoi cela ressemble, je vais juste ici réduire la taille du conteneur flexible. Donc je vais juste voir sa taille dans un premier temps. Je vois ici que j'ai une largeur de... Je vais voir ça juste ici. Donc mon élément a une largeur de 592 plutôt. Une largeur totale de 592. Donc ici, ce que je peux faire, c'est de modifier la dimension de l'élément pour lui donner la dimension de ma boîte ici pour lui donner une taille qui soit une petite taille, de sorte qu'il n'y ait plus assez d'espace pour contenir ces éléments enfants. Donc supposons que je lui donne ici
une largeur de, je vais mettre 200 pixels. Et j'actualise ma page. Donc je peux aller plus loin, donc je mets par exemple 150. Et j'actualise ma page. Donc on voit que par défaut, le conteneur flexible, lorsque le conteneur n'a plus assez d'espace pour contenir ses éléments enfants, le navigateur repousse ces éléments enfants à l'extérieur du conteneur. Le CSS nous permet de modifier ce comportement en utilisant la propriété CSS FlexSwap. Pour un conteneur flexible, la propriété CSS FlexSwap nous permet d'indiquer au navigateur de faire passer les éléments enfants d'un conteneur à la ligne lorsque ce conteneur ne contient plus assez d'espace pour contenir ses enfants. Donc cette propriété peut prendre l'une des valeurs indiquées ici. Donc si je me réfère à mon image ici et que nous considérons encore une fois que la boîte en blanc représente notre conteneur flexible et que les boîtes colorées représentent des éléments flexibles, en donnant la valeur NoWrap à la propriété CSS FlexSwap, on indique au navigateur de faire déborder les éléments enfants à l'extérieur du conteneur lorsqu'il n'y a plus d'espace disponible pour les afficher. Et lorsqu'on utilise la valeur wrap, on indique au navigateur de faire passer les éléments à la ligne lorsqu'il n'y a plus assez d'espace pour contenir les éléments enfants. Donc nous allons retourner à notre éditeur de test et modifier le comportement de notre conteneur flexible ici, de sorte que les éléments 5 et 6 passent à la ligne. Donc pour faire cela, je vais juste modifier ici la valeur du FlexSwap ici. Donc je fais FlexSwap. Donc dans notre cas, on voit que par défaut, c'est la valeur NoWrap. Pourquoi? Parce que ici, nos éléments restent débordent, les éléments enfants débordent à l'extérieur du conteneur flexible lorsqu'il n'y a plus assez d'espace pour les contenir. Donc si j'actualise ma page, je n'aurai aucun changement parce que la valeur par défaut, c'est le NoWrap. Donc on peut changer cette valeur à wrap pour indiquer au navigateur que lorsqu'il n'y aura pas assez d'espace pour contenir les éléments enfants, fais-les passer à la ligne. Donc je fais ça. Donc lorsqu'il n'y a plus assez d'espace, les éléments passent, le navigateur fait passer les éléments automatiquement à la ligne. Remettre les éléments comme ils étaient avant la modification de la taille. Il faut noter qu'il existe également une valeur wrap reverse qui permet de faire passer les éléments à la ligne en inversant également leur ordre d'affichage dans le cours normal de la page. Il existe également une propriété CSS FlexFlow qui est une forme contractée des deux propriétés CSS FlexDirection et puis FlexSwap que nous venons de voir. Donc si nous nous référons à l'exemple que nous avons ici, on peut y indiquer le FlexDirection et le FlexSwap en utilisant cette forme contractée. Donc ici on fait le FlexFlow qui prend la valeur row et wrap. Donc on indique ici que le FlexDirection est row et que le FlexSwap est wrap. Donc on peut retourner ici dans notre éditeur de test et modifier notre code pour utiliser la forme contractée. Donc je peux mettre ici FlexFlow. Donc si je vois les valeurs ici, je peux juste mettre le FlexDirection ici. Donc je mets la valeur à row et le FlexWrap, je mets la valeur à wrap. Donc je peux supprimer ça. Donc pour tester que cela s'applique bien, je peux encore modifier, comme nous l'avons déjà fait, la largeur de l'élément. Donc si je mets par exemple du 150 pixels que nous avons fait précédemment, donc on va remarquer un changement visuel. Donc je dis ici que j'aligne, je répartis les éléments sur l'axe horizontal et s'il n'y a pas assez d'espace dans mon conteneur, fais-les passer à la ligne. Pour un conteneur flexible, le CSS permet de gérer l'affichage de ces éléments enfants sur l'axe principal en utilisant la propriété CSS Justify Content. La propriété CSS Justify Content peut prendre l'une des valeurs indiquées ici. Si on se réfère à l'image ici et que nous considérons que la boîte en blanc ici représente pour nous un conteneur flexible et que l'axe principal de ce conteneur flexible est l'axe horizontal, alors en donnant la valeur space around à la propriété justify content de ce
conteneur flexible, on indique au navigateur d'aligner les éléments enfants de ce conteneur flexible de sorte à avoir de l'espace autour de ces éléments. Lorsqu'on utilise la valeur space between, on indique au navigateur d'aligner les éléments sur l'axe principal de sorte à avoir de l'espace entre ces éléments. La valeur center permet d'indiquer au navigateur que nous voulons centrer les éléments enfants du conteneur flexible sur l'axe principal. La valeur flex start nous permet d'indiquer au navigateur d'aligner les éléments enfants de ce conteneur flexible à partir du début du conteneur flexible. Et lorsqu'on utilise la valeur flex end, cela nous permet d'indiquer au navigateur que nous voulons aligner les éléments enfants du conteneur flexible sur l'axe principal de sorte que ces éléments s'affichent à la fin de notre conteneur flexible. Donc pour mieux comprendre cela, nous allons réaliser quelques tests ici. Donc ici, j'ai mon axe principal. J'ai indiqué ici que mon axe principal représente pour moi l'axe horizontal. Donc raison pour laquelle les éléments sont répartis ici sur l'axe horizontal. Donc nous avons vu tout à l'heure que nous pouvons modifier l'alignement en utilisant la propriété CSS Justify Contents. Supposons ici que nous voulons centrer les éléments sur l'axe principal. Donc il me suffit de mettre ici Center, j'enregistre, j'actualise ma page. Donc je vois que mes éléments sont bien centrés sur la page. Donc je peux modifier cette valeur et dire par exemple que je veux que mes éléments soient alignés à partir du début du conteneur flexible. Donc dans ce cas, j'utilise la valeur flex start. Donc lorsque j'actualise ma page, je vois que mes éléments s'affichent ici. Donc je peux faire la même chose et mettre par exemple du space between pour indiquer au navigateur que je veux de l'espacement entre mes éléments. Donc on voit que les éléments sont alignés de façon à avoir de l'espace entre ces éléments. Donc une chose à noter, nous avons vu tout à l'heure que le Justify Content, ça nous permet de gérer l'affichage, l'alignement sur l'axe principal. Donc si je change ici l'axe principal de sorte à indiquer au navigateur que je veux utiliser l'axe vertical comme axe principal, cela change tout en fait, cela change le raisonnement. Donc ici, pour mieux voir les choses, il me faut augmenter un peu la taille de la hauteur du conteneur ici, pour que les choses se fassent mieux voir. Donc supposons que je donne ici la valeur 600, on va voir ce que ça donne. Donc du coup, en indiquant la valeur colonne ici, j'indique au navigateur que mon axe principal devient l'axe vertical. C'est ce qui explique le fait que le space between s'applique maintenant entre ces éléments ici. Donc si je donne par exemple, je veux aligner mes éléments à la fin ici, donc je peux utiliser la valeur ici flex end. Donc en faisant ça, tous mes éléments vont se déplacer pour s'aligner en bas ici. Donc je fais ça. Donc pareil, si je veux que mes éléments soient en haut, j'utilise le flex stats. Et si je veux que mes éléments soient centrés sur l'axe principal qui est l'axe vertical, dans ce cas, j'utilise le center. Donc c'est une notion, la notion d'axe principal est importante au niveau de l'alignement des éléments. Donc je peux ramener le row ici et actualiser ma page. Pour gérer l'alignement des éléments en fond d'un conteneur flexible sur l'axe secondaire, on utilise la propriété CSS Align Items. Donc cette propriété peut prendre l'une des valeurs indiquées ici. Si je me réfère à mon image ici, en supposant que mon axe principal est l'axe horizontal et que la boîte en blanc représente pour moi ici mon conteneur flexible, en donnant la valeur flex start à la propriété CSS Align Items, j'indique au navigateur que sur l'axe secondaire, qui est dans ce cas l'axe vertical, je veux que mes éléments s'alignent à partir du début de mon conteneur flexible. Donc c'est ce qui explique que tous les éléments sont déplacés sur l'axe secondaire
pour se mettre au début du conteneur flexible, à partir de sa bordure de haut. Donc les valeurs que nous avons ici, c'est des valeurs que les flex start, flex end, c'est des valeurs, et center sont des valeurs que nous avons déjà vues précédemment. Donc cela permet d'indiquer, dans le cas du flex end, que nous voulons que l'alignement se fasse à partir de la fin de notre conteneur flexible. Donc lorsqu'on utilise la valeur center, on indique que nous voulons sur l'axe vertical qui représente dans ce cas l'axe secondaire, nous voulons que les éléments soient alignés au milieu. Donc les deux valeurs particulières ici sont les valeurs baseline et stretch. Donc la valeur baseline permet d'indiquer que nous voulons réaliser l'alignement sur l'axe vertical à partir du baseline des éléments flexibles. Et le baseline, c'est une ligne imaginaire qui est utilisée par le navigateur pour afficher le contenu textuel des éléments. Donc l'alignement sera réalisé par rapport à cette ligne imaginaire de chacun de ces éléments flexibles. Donc la valeur stretch permet d'indiquer au navigateur que nous voulons que nos contenus sur l'axe vertical s'étirent. Donc cela peut être utilisé pour créer des designs par exemple. Donc nous allons retourner à notre éditeur de test et réaliser quelques tests pour voir ce que ça donne. Donc nous avons vu que dans notre cas ici, l'axe horizontal représente notre axe principal, donc l'axe secondaire et l'axe vertical dans ce cas. Donc je vais utiliser la valeur ici align items en supposant que je veux que mes éléments s'alignent à partir d'ici, s'alignent en bas, tous se mettent tous en bas ici. Donc j'utilise la valeur flex dans ce cas. Donc j'actualise ma page, donc j'ai le résultat escompté. Donc si j'utilise la valeur center et que j'actualise ma page, j'ai également le résultat escompté. Donc les éléments sont alignés tous au milieu. Donc là, nous allons tester le cas du stretch. Donc lorsqu'on va réaliser la modification, dans un premier temps, on n'aura pas le résultat escompté. Pourquoi? Parce que sur ma page, ici, j'ai mis des contraintes de taille ou des contraintes de hauteur à mes éléments ici. Donc, ce qui fait que ces éléments ne s'étirent pas. Donc, prenons le cas, supposons que nous enlevons la contrainte de taille pour ces deux éléments. Donc, l'élément 5 et 6. Donc, on aura le comportement par défaut. Donc, supposons que j'enlève ça, la hauteur dans ce cas, la contrainte de hauteur de cet élément et de cet élément. Donc, en utilisant la valeur stretch, on va remarquer que ces deux éléments vont s'étirer sur l'axe secondaire. Donc, si je fais ça, donc on remarque que ces éléments se sont étirés sur l'axe secondaire parce qu'ils n'ont plus la contrainte de taille que je les ai mis précédemment. Donc, je ne voulais pas enlever tout ça pour les autres boîtes. C'est pourquoi je l'ai fait juste pour ces deux éléments-là. Donc, je peux juste restaurer ça. Donc, j'actualise ma page pour avoir la page dans son état normal. Donc, ce qu'il faut noter ici, c'est que lorsqu'on utilise le stretch, le comportement est appliqué seulement si nos éléments n'ont pas une contrainte de taille sur l'axe secondaire. Dans la pratique, il peut arriver que le contenu d'un conteneur flexible soit réparti sur plusieurs lignes. Je vais donc réaliser une petite modification ici pour me mettre dans ces conditions. Donc, supposons que je modifie ici la largeur de mon conteneur flexible pour lui donner une taille de 200 pixels par exemple, ou 150 pixels. Donc là, par exemple, je vois que mes éléments, le contenu de mon conteneur flexible est réparti sur plusieurs lignes. Et nous allons remarquer, je vais modifier ici la valeur du align items qui permet de gérer l'alignement sur l'axe secondaire. Dans ce cas particulier où les éléments enfants d'un conteneur flexible sont répartis sur plusieurs lignes, pour réaliser l'alignement sur l'axe vertical de l'ensemble de ces éléments qui sont répartis sur plusieurs lignes,
Le CSS met à notre disposition la propriété align contents qui nous permet de réaliser l'alignement sur l'axe secondaire. Donc la propriété CSS align item peut prendre l'une des valeurs indiquées ici. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure, c'est que la propriété align items ne permet pas de réaliser l'alignement, permet de réaliser l'alignement seulement lorsque les éléments sont répartis sur une seule ligne. Mais lorsque les éléments sont répartis sur plusieurs lignes, cette propriété ne permet plus de contrôler la répartition de tous les éléments en fond du conteneur flexible. Donc dans ce cas, on utilise la propriété align contents. Donc si je me réfère à mon image ici, dans notre cas tout à l'heure, nous étions dans un cas comme ça où la répartition était sur plusieurs lignes. Donc on peut utiliser les différentes valeurs indiquées ici pour modifier l'alignement de l'ensemble des éléments en fond sur l'axe vertical lorsque ces éléments sont répartis sur plusieurs lignes. Donc l'axe vertical dans mon cas parce que c'est l'axe qui représente l'axe secondaire. Donc les différentes valeurs indiquées ici sont des valeurs que nous connaissons déjà ou que nous avons déjà vues. Donc si on se réfère aux images ici, donc dans le premier cas, en utilisant la valeur flexStart comme valeur de la propriété align content, on indique au navigateur que nous voulons que l'alignement sur l'axe secondaire se fasse à partir du début de notre conteneur flexible. Donc lorsqu'on utilise la valeur flexEnd, on indique que l'alignement se fasse à partir de la fin de notre conteneur flexible, ainsi de suite. Je vais retourner à mon navigateur et tester cela. Donc dans mon cas ici, nous avons vu que malgré que nous avons indiqué la valeur align center, nous n'avons pas les résultats escomptés. Et la raison, c'est parce que ces éléments sont répartis maintenant sur plusieurs lignes. Donc pour réaliser cela, je peux utiliser la valeur align contents en lui donnant la valeur center. Donc en faisant cela, je vois maintenant que mes éléments, malgré que mes éléments sont répartis sur plusieurs lignes, sur l'axe secondaire, tous mes éléments sont maintenant affichés, se mettent tous au milieu. Donc je peux modifier cela et utiliser la valeur par exemple space around dans ce cas. Donc ça veut dire que mes éléments seront répartis de sorte qu'il y ait de l'espace autour de ces éléments. Donc je peux également utiliser la valeur space between par exemple. Donc j'ai les éléments qui sont repoussés de sorte à avoir de l'espace entre eux. Nous venons donc de passer en revue les différentes façons de réaliser la mise en page en modifiant les propriétés du conteneur flexible. Nous allons maintenant voir comment réaliser la modification de la disposition des éléments en modifiant de façon individuelle les propriétés des éléments flexibles. Avant de réaliser cela, je vais modifier le contenu pour retourner dans notre état initial avant la réalisation des modifications. Donc je fais juste ça. Et j'enlève également la contrainte de taille en largeur que nous avons mis ici. Nous avons vu que par défaut, les éléments flexibles s'affichent sur la page en respectant leur ordre d'apparition dans le cours normal de la page. C'est-à-dire que le premier élément sera affiché en premier, suivi du second élément, ainsi de suite. Le CSS nous permet de modifier l'ordre d'apparition d'un élément flexible dans le cours de la page en utilisant la propriété CSS Order. Cette propriété peut prendre une valeur représentant la nouvelle position de l'élément dans l'ordre d'affichage sur la page. Pour tester cela, nous allons réaliser un test où nous allons modifier ici la position de l'élément 1 et de l'élément 1 et de l'élément 4. Donc supposons que nous voulons changer la position des éléments ici de sorte que l'élément 1 occupe la position 4 et que l'élément 4 occupe la position 1. Donc je peux faire cela en utilisant la propriété CSS Order. Donc ce que nous allons faire dans un premier temps, je vais recopier tout ça. Donc nous avons vu que par défaut, tous les éléments
respectent leur ordre d'affichage dans le cours normal. Donc cela veut dire que l'élément 1 occupera la position 1, l'élément 2 la position 2, ainsi de suite. Donc en faisant ça, c'est comme si j'avais les valeurs par défaut. Donc si j'actualise ma page, je n'aurai aucun changement. Donc si nous voulons par exemple mettre l'élément 4 à la position 1 et mettre l'élément 1 à la position 4, il suffit d'inverser, de changer ou bien d'intervertir leur ordre ici. Donc je dis par exemple que l'élément 1 ici, je veux le mettre à la position 4. Et l'élément 4, je vais le mettre à la position 1. Donc on voit que l'ordre des éléments a changé. Donc je peux faire pareil pour l'élément 5 et 6. Donc je peux dire que l'élément 5, 6, l'élément 5, je vais le déplacer à la position 6 et l'élément 6, je vais le mettre à la position 5. Donc en faisant cela, on voit également que l'élément 6 vient occuper la position de l'élément 5 et l'élément 5 aussi occupe la position de l'élément 6 dans l'ordre d'affichage des éléments. Après cela, je peux restaurer l'ordre d'affichage. Donc j'enregistre, j'actualise ma page. Donc les éléments se remettent dans leur ordre normal d'affichage, dans le cours normal de la page. Le CSS permet également de définir la dimension par défaut d'un élément flexible sur l'axe principal en utilisant la propriété CSS Flex Basis. Donc nous avons un exemple ici où nous indiquons au navigateur que pour nos éléments possédant la classe Flex Item, nous voulons que la dimension par défaut de ces éléments sur l'axe principal soit égale à 200 pixels. Donc nous allons retourner à notre éditeur de test et réaliser un test. Donc ici, sur notre page actuellement, nous avons des contraintes de taille pour chacun de nos éléments flexibles ici. Donc je vais commencer dans un premier temps par supprimer cette contrainte de taille pour avoir un affichage par défaut. Donc je supprime la hauteur, la contrainte de hauteur et de largeur pour tous mes éléments. Donc j'enregistre, j'actualise ma page. Donc je peux également enlever cette contrainte ici pour le conteneur également. Maintenant, supposons que nous voulons indiquer à notre navigateur que sur l'axe principal, c'est-à-dire sur l'axe horizontal dans ce cas, que nous voulons que l'élément possédant le numéro 4 ici, la boîte 4, que cet élément s'affiche par défaut, sa dimension par défaut sur l'axe principal soit 200 pixels par exemple. Donc je peux faire ça, comme ça. Donc je précise l'identifiant. Donc j'indique ensuite que je veux que sa dimension par défaut sur l'axe principal soit de 200 pixels. J'enregistre, j'actualise ma page. Donc vu que l'axe principal dans ce cas représente l'axe horizontal, donc le navigateur applique cette valeur par défaut. Donc si nous changeons par exemple notre flèche direction ici et que nous le mettons à colonne, donc on va remarquer le changement que le navigateur va appliquer, le changement sur l'axe vertical qui sera dans ce cas le nouvel axe principal. Donc ça veut dire que dans ce cas, ce serait la hauteur de l'élément qui serait modifiée de sorte à avoir les 200 pixels par défaut. Donc si je fais ça, donc on remarque ici que l'élément 4 a maintenant une hauteur de 200 pixels. Donc ce n'est plus la largeur qui est modifiée dans ce cas. Donc ce qui est important à retenir ici, c'est que le Flex Basis agit sur l'axe principal qui est déterminé par le Flex Direction. Donc je ramène ma page dans son état initial. Le CSS nous fournit une propriété qui nous permet de spécifier pour un élément flexible donné comment l'élément peut grandir en taille sur l'axe principal pour occuper le reste de l'espace disponible ici.
Donc la propriété à utiliser dans ce cas est la propriété FlexGrow. Donc cette propriété permet de définir comment un élément flexible doit agrandir relativement à ses frères pour occuper l'espace disponible et non utilisé dans son élément parent. Donc nous avons ici un exemple qui utilise cette propriété. Donc il s'agit d'un facteur qui indique le facteur de grandissement relativement aux frères de l'élément flexible. Donc pour tester cela, je vais retourner à mon éditeur de test. Donc supposons que nous voulons que l'élément flexible numéro 4 ici occupe le reste de l'espace disponible ici. Donc ça veut dire que l'élément va repousser ses éléments, ses frères, vers l'extérieur de sorte à occuper tout l'espace disponible ici. Donc pour réaliser cela, on utilise la propriété FlexGrow. Donc je vais d'abord utiliser l'identifiant ici de ma boîte 4 pour le sélectionner. Donc je vais indiquer son FlexGrow. Donc c'est un facteur de grandissement qu'on indique. Et ce facteur de grandissement indique comment l'élément aura la priorité par rapport à ses frères. Donc si je donne 1 par exemple à cet élément, ça veut dire qu'il va occuper tout l'espace disponible dans le parent. Donc si j'actualise ma page ici, donc on voit que l'élément grandit sur l'axe principal pour occuper tout l'espace disponible. Donc supposons que je veux que cet élément, cette place soit répartie entre l'élément 3 et l'élément 2 par exemple. Donc je peux spécifier ici l'élément 2 également. Donc ça veut dire que l'espace disponible sera réparti entre ces deux éléments. Donc on voit que l'élément, la place disponible est maintenant répartie entre ces deux éléments. Donc on peut indiquer ce facteur de grossissement également et dire par exemple que je veux donner, supposons que je veux donner 2 fois plus d'espace. Je veux partager ces éléments entre l'élément 1, 4, 2 et l'élément 5 par exemple. Donc supposons que nous voulons partager ça entre les 5 éléments. Donc je peux dire que l'élément 5 va occuper 2 fois plus de place que les éléments 4 et 2. Donc je peux indiquer cela en faisant ça. Donc cela indique au navigateur que lorsqu'il y a assez d'espace disponible, dans un premier temps, cet espace sera partagé entre ces 3 éléments. Mais l'élément 4 va prendre 2 fois plus d'espace que les éléments 4 et 2 dans la répartition de l'espace disponible. Donc j'actualise ma page. Donc on voit ici que l'espace est réparti entre ces 3 éléments que nous avons indiqués ici. Et nous allons remarquer que l'élément 5 prend 2 fois plus d'espace que les éléments 2 et 4. Le CSS fournit également une propriété FlexShrink qui permet de produire l'effet contraire du FlexGrow au niveau des éléments flexibles. C'est-à-dire que lorsqu'un conteneur flexible ne dispose plus d'assez d'espace pour afficher l'ensemble de son contenu, alors le navigateur va réduire la taille des éléments flexibles pour tenter d'afficher le contenu du conteneur flexible. À l'opposé du FlexGrow, le FlexShrink nous permet de définir comment un élément flexible doit se rétrécir relativement à ses frères lorsque son conteneur parent n'a plus assez d'espace disponible. Donc nous avons un exemple ici qui utilise le FlexShrink. Pour mieux comprendre cela, nous allons réaliser un test. Donc je vais d'abord supprimer tout ce que nous avons fait ici. J'actualise d'abord ma page. Donc supposons que j'ai une contrainte en largeur pour mes éléments ici de 100 pixels. Donc ça veut dire que j'aurai besoin de 600 pixels minimum ici pour pouvoir afficher l'ensemble de mes éléments. Mais je vais plutôt modifier ici la largeur de mon élément ici et lui donner par exemple une largeur de, disons, 400 pixels. Je vais également modifier la valeur du wrap pour ne pas procéder à un wrap ici. Nous inspectons un peu la page.
nous allons voir déjà que la contrainte de taille n'est pas respectée. Mais le navigateur, vu que ces éléments sont des éléments flexibles, va essayer de réduire leur taille par défaut, de sorte à le faire tenir dans le conteneur flexible. Donc nous avons vu qu'en réduisant cette taille, on peut donner de la priorité à certains éléments par rapport à d'autres lorsque le navigateur procédera à la réduction de la taille. Donc c'est dans ce cas qu'intervient le flash shrink. Donc nous pourrons dire que lorsque le navigateur est en train de réduire la taille des éléments, par exemple, de réduire plus la taille de l'élément 4 aussi, de l'élément 4. Donc disons par exemple que supposons par exemple que nous avons un flash shrink ici et que nous lui donnons la valeur de. Donc ça veut dire que cet élément, lors de la réduction de la taille, pour permettre aux autres éléments enfants de tenir dans leur conteneur parent, l'élément là, le navigateur va réduire plus sa taille par rapport aux autres éléments. Donc si je fais ça, donc on voit que l'élément, sa taille est réduite 2 fois plus par rapport à la taille des autres éléments. Donc je peux dire par exemple que lors de la réduction de la taille des éléments, on réduisait 3 fois la taille de cet élément. Donc le navigateur réduit 3 fois plus sa taille lorsqu'il n'y a plus d'espace pour permettre aux autres éléments de tenir dans le conteneur. Donc on peut faire la même chose et dire par exemple que nous voulons que l'élément 4 et l'élément 2 soient les éléments dont la taille sera réduite 3 fois pour permettre aux éléments de tenir dans le parent. Donc en faisant ça, on voit également que l'élément là se voit réduire sa taille sur l'axe principal pour permettre à ses frères d'occuper plus d'espace et tenter de respecter la contrainte de taille que nous avons imposée ici. La différence entre le flash shrink et le flash grow, c'est que le flash grow permet de définir le facteur de grossissement lorsqu'il y a plus d'espace ou de l'espace disponible dans le parent, et le flash shrink permet de définir le facteur à utiliser pour réduire la taille lorsqu'il n'y a plus assez d'espace pour contenir l'ensemble des éléments enfants dans le conteneur flexible. Le CSS nous permet de définir l'alignement d'un élément flexible de façon isolée sur l'axe secondaire en utilisant la propriété AlignSelf. Cette propriété peut prendre l'une des valeurs indiquées ici. Donc les valeurs indiquées ici sont des valeurs que nous connaissons déjà. Donc nous allons réaliser un test. Donc je vais d'abord enlever tout ce que nous avons fait jusque-là. Je modifie également ici juste la hauteur. Je lui donne la taille de 600 pixels par exemple. Supposons ici que nous indiquons au navigateur que sur l'axe secondaire ici, c'est-à-dire l'axe vertical, que nous voulons que les éléments s'alignent au milieu. Donc je dois utiliser la propriété Align Items. Donc je fais Align Items, je lui donne la valeur Center. Donc lorsque j'actualise ma page, donc les éléments vont se retrouver sur l'axe aligné au centre, sur l'axe secondaire, qui est l'axe vertical dans ce cas. Donc nous avons bien le résultat escompté. Donc supposons que notre élément 4, par exemple, nous voulons modifier son alignement de façon isolée, de sorte à le mettre, par exemple, au début ici. Donc nous pourrons réaliser cela en utilisant le Align Self que nous allons appliquer sur l'élément flexible de façon isolée. Donc je prends mon boss 4 ici dans ce cas. Donc je vais modifier sa propriété Align ici, Align Self. Donc ici je vais lui donner la valeur flash stats. J'enregistre, j'actualise ma page. Donc on voit que l'élément ici, son alignement sur l'axe secondaire est modifié de façon isolée. Donc je peux faire flash end également pour le faire déplacer en bas. Donc on voit que son alignement est fait de façon isolée. Donc je peux refaire la même chose ici, supposons que nous n'avons pas ça. Donc si je change ici la valeur du colonne par exemple, on va voir ce que ça va donner.
Donc j'ai un alignement ici qui est, ma direction plutôt, j'aime plutôt mon axe principal dans ce cas qui devient l'axe vertical et l'axe secondaire c'est cet axe. Donc si je veux, en mettant la valeur à centa ici, je suis en train d'indiquer que sur l'axe horizontal, je veux que mes éléments soient alignés. C'est pourquoi ces éléments sont tous centrés ici. Donc supposons que je veux, comme nous l'avons fait tout à l'heure, déplacer l'élément 4 ici. Donc nous avons vu que le Align Self permet de modifier le positionnement sur l'axe secondaire. Donc l'axe secondaire dans ce cas représente l'axe horizontal. Donc je peux faire Flex Align plutôt, Align Self, et lui donner la valeur Flex Start dans ce cas. Donc l'élément sera modifié, donc l'élément s'est déplacé pour rester ici. Parce que l'axe secondaire représente cet axe, l'axe horizontal dans ce cas, raison pour laquelle l'élément s'est mis ici. Donc j'aurais pu faire aussi pareil, Flex End, et même le cas du stretch, je peux faire le stretch également ici. Donc ça veut dire que l'élément va s'étirer sur l'axe secondaire. Donc voilà. La dernière chose pour terminer cette partie, c'est que pour les propriétés Flex Grow, Flex Shrink et Flex Basis que nous avons vu précédemment, il existe une forme contractée ou une propriété contractée qui permet de spécifier tout cela en une fois. Donc ici, nous avons un exemple qui utilise cela. Donc nous pourrons faire la même chose ici. Donc supposons que notre élément 2, donc l'élément 2 ici, boss 2 ici, où nous pourrons directement appliquer ça pour cet élément. Donc on peut dire ici que son Flex, on veut un Flex Grow qui est à 1 par exemple, son Flex Shrink qui est à 1 également, et puis que nous voulons que son Flex Basis soit, posons 200 pixels. Donc ici, nous voyons maintenant que dans ce cas, nous savons déjà que l'axe principal, dans notre cas, représente l'axe vertical. Donc c'est ce qui explique que les 200 pixels ici s'appliquent à la hauteur de l'élément. Donc ici, nous avons utilisé le Flex, qui est une forme contractée pour spécifier le Flex Grow, le Flex Shrink et puis le Flex Basis. Pour terminer cette partie, je dirais qu'il y a 3 choses essentielles à retenir. La première, c'est la notion de conteneur flexible et d'élément flexible. La seconde chose à retenir est la notion d'axe principal et d'axe secondaire, parce que les dispositions des éléments ou la répartition des éléments est réalisée soit par rapport à l'axe secondaire ou soit par rapport à l'axe principal. Et la dernière chose, c'est que les modifications des propriétés ou la modification des dispositions sont réalisées soit de façon globale en passant par le conteneur flexible ou soit de façon isolée en passant par l'élément flexible. Nous voici à la fin de cette 9e partie de la série de vidéos sur les fondamentaux du CSS. Avec tout ce que nous avons vu jusque-là, nous sommes maintenant capables de créer un site web de zéro en partant d'une maquette. Dans la prochaine vidéo de cette série, nous allons mettre en pratique nos acquis en HTML et en CSS en réalisant l'intégration d'un site à partir d'une maquette Figma. Vous jugez que vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo, alors n'hésitez pas à la liker. Vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci sur des sujets en rapport avec le développement web, alors n'hésitez pas à souscrire à la chaîne et à activer la notification. Je vous donne rendez-vous chaque jeudi pour de nouvelles vidéos.